la Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle La philosophie du quotidien consacré cette année à l'humour, Florent Troquenet-Lopez propose une séance intitulée « Peut-on concevoir une éthique de l'humour ?» Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle séance du cycle consacré à l'humour et au rire. Alors nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui monsieur Florent Troquenet-Lopez. Bonjour et bienvenue à la BNF. Vous êtes professeur de lettres en classe préparatoire. Vous êtes 18e comme on dit, spécialiste de littérature française et d'histoire des idées du XVIIIe siècle. Alors nous allons avec vous aujourd'hui aborder une question qui est tout à fait centrale dans cette problématique de l'humour, qui est celle de l'éthique de l'humour. Nous allons voir avec vous quels sont les enjeux éthiques fondamentaux de l'humour, ou pour pasticher une formule devenue célèbre, savoir s'il est possible de rire de tout avec n'importe qui. C'est à vous. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, nous pouvons nous réjouir de bénéficier de la liberté qui nous est offerte maintenant de nous démasquer, en tout cas pour celles et ceux qui le souhaitent. Disons qu'une conférence sur l'humour où nous aurions été tous masqués aurait été peut-être un petit peu moins convivial. Je remercie Éric Mougenot pour son invitation qui me permet de revenir ici sur des sujets qui m'intéressent depuis quelque temps et qui sont d'ailleurs l'objet d'une réflexion qui devrait tôt ou tard aboutir à un ouvrage. Alors, je pense aussi, et c'est ce que nous disions effectivement avant le début de cette conférence, que pour celles et ceux d'entre vous qui suivront la totalité de ce cycle, ce sera l'occasion peut-être aujourd'hui de poser un certain nombre de problèmes un peu fondamentaux par rapport à cette question de l'éthique de l'humour. Avant de commencer cette conférence, je voudrais d'abord procéder à une petite mise au point terminologique, qui s'impose un peu, au seuil d'une réflexion sur l'humour. Alors, une mise au point terminologique un peu austère, peut-être, qui va peut-être susciter quelques inquiétudes chez celles et ceux d'entre vous qui se disaient « on va parler d'humour, donc ça va être drôle ». Alors, je vais m'autoriser du patronage de Vladimir Jankélévitch, qui a pas mal travaillé sur l'humour et qui, dans son ouvrage « L'aventure, l'ennui, le sérieux », affirme que c'est l'humour qui est sérieux et qui a forgé un concept dont je reparlerai, que je vais un petit peu travailler aujourd'hui, qui est le concept de sérieux humoresque. Voilà. Alors, on pourrait me rétorquer, je vais me rétorquer à moi-même puisque pour l'instant c'est moi qui parle, mais que parler sérieusement de l'humour pourrait passer pour une absurdité et donc finalement pour quelque chose de pas très sérieux. Alors, comme par ailleurs Vladimir Jankélévitch, qui est tout à fait réputé et vénéré pour son travail philosophique, n'est pas non plus prétendument un rigolo, je vais aussi m'autoriser d'un autre patronage, une sorte de deuxième épigraphe à l'orée de cette communication, cette fois empruntée à Alphonse Allais, qui disait « Les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens sérieux ». Bon, voilà. Alors, ces petites formules liminaires, en tout cas, mettent en évidence le fait que un humoriste, c'est peut-être justement quelqu'un qui est convaincu d'une chose, c'est que si l'humour consiste à ne pas prendre les choses au sérieux, il y a une chose qu'il ne faut pas prendre à la légère, c'est l'humour. Au reste, vous le savez, les humoristes, ce n'est inscrit pour personne, et j'allais dire que cette loi ne connaît quasiment à ma connaissance aucune exception. Les humoristes sont des gens qui ont une haute conscience du tragique de l'existence et qui ne sont d'ailleurs pas nécessairement très drôles dans leur vie quotidienne. Mais j'allais dire peut-être que ceci explique cela. Cette apparente contradiction, en fait, pourrait passer pour une véritable cohérence. Alors, justement, j'allais dire, ce sera peut-être l'objet, l'intérêt de
cette communication, enfin si elle a un intérêt, mais enfin ça c'est vous qui en déciderez, pas moi, justement d'envisager peut-être les versants de ce paradoxe qui veut justement que l'on prenne l'humour au sérieux. Bien, alors j'en viens maintenant donc à cette petite mise au point terminologique parce que j'allais dire, elle n'engage pas seulement une pure question de lexicologie. Voilà, la lexicologie peut animer certains esprits un petit peu dérangés qu'on a jugé opportun de nommer à des chaires de littérature dans l'enseignement, en estimant sans doute qu'il ferait moins de mal qu'ailleurs à cet endroit-là. Mais au-delà justement de cet intérêt lexicologique, il y a quand même un intérêt qui va nous conduire directement aux enjeux de notre réflexion. Alors, en effet, je voulais m'expliquer sur le fait que je préférerais ici parler d'humour plutôt que de rire. J'ai vu d'ailleurs que les intervenants qui étaient annoncés dans les séances ultérieures du cycle avaient plutôt choisi ce vocable du rire, hein, ce terme qui évidemment a été un petit peu, j'allais dire, sanctuarisé hein, dans les études sur le comique par le célèbre ouvrage de Bergson, hein, Le Rire, dont évidemment je serai amené à reparler ici. Alors, pourquoi choisir de parler plutôt de l'humour que du rire ? Voilà, il me faut peut-être faire là une mise au point sur justement ce terme d'humour qui a une histoire assez intéressante en fait, hein, j'allais dire dans l'histoire des idées, puisque c'est un mot qui est un peu un mot carrefour, hein, un échange culturel très fécond qui a eu lieu entre l'Angleterre et la France au XVIIe siècle. Parce que le mot humour, c'est d'abord donc un mot français, le mot humeur, qui renvoie donc évidemment, vous le savez, à la théorie des humeurs, hein, telle qu'elle a pu être conçue par la médecine grecque ancienne, hein, la médecine hippocratique et sa formalisation par Galien. Donc le mot humeur qui renvoie justement à la question des tempéraments, hein, voilà, puisque pour cette médecine grecque antique, et en fait ce sont des idées qui ont perduré très longtemps, non seulement dans l'histoire des idées de la médecine, mais aussi dans les imaginaires, et j'allais dire peut-être encore jusqu'à aujourd'hui, hein, notre tempérament serait régi par un certain équilibre, hein, des humeurs. Le mot tempérament d'ailleurs signifie cet équilibre. Alors avec ce mot humeur des Français, les Anglais donc ont forgé le mot humor, donc par un emprunt aux Français, et les Français ont récupéré le mot humor des Anglais, en hésitant d'ailleurs un petit peu dans un premier temps, humeur ou humour, et puis c'est finalement ce terme d'humour qui a subsisté. Donc ce mot humour emprunté à l'anglais, hein, il est attesté en français, sous sa forme humeur d'ailleurs encore, hein, à la fin du XVIIe siècle. Et alors, justement, comment définit-on l'humour lors de cette création terminologique partagée, hein, par l'Angleterre et la France? Eh bien, alors c'est du côté de Montesquieu que je vais aller chercher ce qui me semble être la meilleure définition qui ait pu être donnée, hein, de cette notion d'humour au moment de son émergence. C'est dans un passage des Pensées de Montesquieu qui a pu être daté de 1743. Vous savez que les Pensées sont un texte que Montesquieu n'a pas publié, hein, des ensembles de réflexions qu'il a consignées tout au long de son existence. Et donc dans ce passage des Pensées de 1743, Montesquieu dit la chose suivante: l'humeur des Anglais est quelque chose qui est indépendant de l'esprit et en est distingué. Cette humeur est distinguée de la plaisanterie et n'est point la plaisanterie. C'est plutôt le plaisant de la plaisanterie. Ce n'est point la force comique, le vis comica, c'est plutôt la manière de la force comique. Je la définirais dans la plaisanterie comme la manière de rendre plaisamment les choses plaisantes, et c'est le sublime de l'humeur
et dans les choses ingénieuses, la manière de rendre plaisamment les choses ingénieuses. Bon, alors c'est intéressant parce que ce texte, qui justement, encore une fois, n'est pas un texte destiné à la publication, montre bien là qu'on a une pensée au travail de la part de Montesquieu, qui est en train de jongler avec cette notion et de voir un peu ce qu'elle lui suggère à un moment où justement sa définition n'est pas encore totalement établie. Alors moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est que Montesquieu ne fait pas de l'humour une question de contenu, une question de matière. Il dit bien justement que ça n'est pas la plaisanterie, c'est le plaisant de la plaisanterie. Bon. Autrement dit, et il applique d'ailleurs cette notion d'humour, on le voit, enfin d'humeur ou d'humour, aussi bien au plaisant qu'à l'ingénieux. Bon, c'est-à-dire des choses qui peuvent relever en fait de différents types de comiques. Bon, donc là on est plutôt sur quelque chose qui serait un tronc commun du comique, finalement. Alors moi, ça m'intéresse aussi par rapport à mon propos aujourd'hui parce que je le disais justement il y a un instant dans mes échanges avec Éric Mougenot, la tendance justement quand on travaille sur la question du comique, du rire, de l'humour, etc., c'est de se livrer à une typologie. Bon, voilà. Alors donc selon on classe. Alors les classements diffèrent selon les approches évidemment, mais précisément ces typologies, personnellement, me mettent un petit peu mal à l'aise parce que finalement, elles nous font perdre de vue ce qu'il peut y avoir au fond de tronc commun dans toutes ces différentes manières du comique, avec finalement des enjeux qui, quand on va se placer sous le regard de l'éthique, vont justement s'unir. Au fond, il y a une question éthique de l'humour, quel que soit le type d'humour que l'on pratique. Voilà. Que ce soit le spirituel, l'ingénieux, comme dit Montesquieu, ou bien le trivial, le grotesque, etc. Finalement, on est toujours un petit peu dans le même, le même problème, la même posture. Bon. Alors, et l'autre intérêt, évidemment, de la réflexion de Montesquieu, c'est que, justement, en ne parlant pas du rire, la question de l'humour nous place plutôt du point de vue de l'intention plaisante, et non pas forcément de l'effet que l'on va susciter, évidemment, chez le destinataire, chez les spectateurs ou dans l'auditoire d'une chose comique. Bon. Alors, cette précision ayant été justement apportée, donc c'est justement cette question de l'intention humoristique, l'intention de l'humour en tant qu'intention que je voudrais interroger ici. Et si je parle d'intention, évidemment, je vais parler d'éthique. Alors je vais parler d'éthique et puis je vais aussi poser un autre problème qui est la question de savoir dans quelle mesure cette intention est consciente ou inconsciente, maîtrisée ou spontanée, libre ou contrainte. Là, on va être justement au cœur des enjeux de l'éthique et on va voir que finalement, les questions qui se rapportent à l'humour sont du même ordre que les questions qui se rapportent à l'éthique. Finalement, c'est exactement ces mêmes problèmes que l'on va retrouver au cœur de la réflexion éthique. Alors, j'allais dire justement, ces problèmes, ils sont soulevés dès la naissance de cette réflexion éthique, dans l'Antiquité grecque, puisqu'on va voir que chez les anciens Grecs, justement, toute une série de questions se posent autour de ce que les Grecs appellent l'éthos. Alors l'éthos, d'où nous avons tiré justement notre mot éthique, est un mot très difficile à traduire, comme souvent les mots de la pensée grecque, évidemment, parce que c'est un mot très, à la fois, j'allais dire, très riche, très polysémique, mais aussi flottant dans son usage. Et d'ailleurs, j'allais dire, c'est ce qui en fait l'intérêt, d'une certaine façon. C'est qu'il est un objet de réflexion, et non pas un terme figé. Parce que justement, ce mot ethos, dans un premier temps, il renvoie, on le voit apparaître, d'ailleurs au pluriel, chez Homère. Et chez Homère, le mot ethos, il désigne les lieux
familier que fréquente un animal, donc un peu ce qui va renvoyer au fond à son territoire, à son terrier, voilà. Donc justement à quelque chose qui relève de l'animal, qui relève de l'instinct, de l'instinctif. Alors c'est assez intéressant que du coup notre mot éthique, il aille au fond puiser ses racines dans cette question finalement de l'animalité. Mais alors très vite, ce mot ethos va désigner en grec des habitudes, des coutumes, donc on retrouve cette idée justement de familiarité, et donc va pouvoir s'appliquer évidemment aux humains. Et puis j'allais dire par la suite, et on le voit très bien d'ailleurs chez Aristote, c'est un mot qui ne s'appliquera plus qu'aux humains, puisqu'Aristote va même dire c'est par métaphore finalement qu'on va parler d'éthos à propos des animaux. Bon. Alors, moi ce qui m'intéresse justement au croisement de l'humour et de l'éthique, c'est que d'emblée on voit qu'autour de la question de l'éthos, il y a deux grandes interrogations qui se mènent dans la pensée grecque et donc dès les origines. Justement, la question de l'intentionnalité, de la part d'intentionnalité qu'il y a dans l'éthos, dans ce caractère. Est-ce que ce caractère, comme on le traduit souvent, est-ce que ce caractère, il est hérité ou est-ce qu'il est choisi? Est-ce qu'il est inné ou acquis? Voilà, c'est là le cœur de la réflexion que les Grecs vont conduire sur cette notion d'éthos. Alors on voit que les choses flottent selon les textes, bien entendu. Et donc on voit quand même chez les Grecs une certaine tendance à faire de l'éthos, du caractère, une dimension très physiologique, finalement, liée au corps. C'est ce qu'on voit d'ailleurs apparaître dans le corpus hippocratique, puisqu'on l'attribue justement à la question du tempérament, aux habitudes acquises par le milieu fréquenté par le corps d'un individu. Mais donc à partir de cette question sur justement est-ce que l'éthos est inné ou acquis, va se poser aussi la question de savoir s'il est raisonnable, quelle est la part de raison qui va intervenir dans la construction de l'éthos, puisque justement, voilà, l'éthos devient une chose construite petit à petit au fur et à mesure que naît cette pensée éthique. Alors justement, chez Aristote, qui est évidemment la grande référence, puisque c'est lui qui va, j'allais dire, donner vraiment les socles conceptuels et terminologiques à cette notion d'éthique, Aristote, donc lui, très clairement, j'allais dire, pose un peu cette ambivalence, pose ce problème. Dans l'éthique à Eudème, il écrit « Posons que le caractère, donc ethos, est une qualité de la partie irrationnelle de l'âme, capable néanmoins, selon la raison impérative, de suivre la raison. » Voilà. Nous voilà bien avancés, Là, j'allais dire, au fond, voilà, tous les problèmes là qui sont en germe dans cette réflexion éthique, on va les retrouver au cœur de la question de l'humour, justement. Alors, ces questions autour de l'usage de la raison, de la part de choix, la proairesis, comme dit Aristote, cette part de choix préférentiel que l'on va apporter, en quoi consiste justement pour Aristote l'attitude éthique, qui va transformer l'éthos en une véritable éthique, en une vertu éthique. Cette question du choix, elle s'articule à une autre dimension qui va être très très importante aussi pour nous par rapport à la question de l'humour, c'est la question de savoir quelle part de singularité va entrer justement dans l'éthos et donc dans la construction de l'éthos, dans la construction du caractère. Alors là aussi, j'allais dire, les Grecs hésitent sur cette question, puisqu'on voit parfois apparaître le mot ethos pour désigner un caractère collectif, quelque chose qui est imposé par le groupe auquel on appartient. Et puis progressivement, et là encore Aristote sera moteur, j'allais dire, dans cette inflexion, dans cette progression de la réflexion, l'éthos peut devenir le propre d'un individu, dans ses rapports avec le groupe. C'est là tout l'enjeu de l'éthique, comment justement, comment se comporter par rapport au groupe, comment s'affirmer
dans le groupe, comment se définir par rapport au groupe. Donc on voit que, d'ailleurs, d'emblée, évidemment, la réflexion des Grecs sur cette question est évidemment dialectique. Alors, pour ma part, je vais résumer, au fond, faire la synthèse un petit peu de ces deux questionnements, c'est-à-dire la part d'intentionnalité, de raison dans la posture éthique et la question de la singularité de cette réflexion. Je vais, au fond, synthétiser les deux en disant, au fond, la grande question éthique, c'est la question du sujet, c'est la question de la subjectivité, ou de la subjectivation, pour être plus précis, c'est-à-dire de la construction du sujet, en fait. Voilà. Or, on va voir que, justement, cette question de la subjectivation va être évidemment centrale pour le problème de l'humour. Est-ce que l'humour, alors là je vais formuler une série de questions auxquelles, alors je ne sais pas si j'y apporterai des réponses, mais tout au moins j'essaierai de formuler un petit peu les choses, de déplier un petit peu ces problèmes. Je dis déplier d'ailleurs volontairement, parce qu'on y reviendra, la question du pli va nous occuper aussi par rapport à cette affaire de l'humour. Est-ce que justement l'humour est une intention consciente ou inconsciente d'un individu? Donc déjà, quelle est la part de conscience qui intervient dans le comportement humoristique? La question de la volonté. Bon, alors, si je pose les choses en termes de subjectivité, nous le savons tous, ici, évidemment, un sujet, une subjectivité, ça comporte autant d'éléments conscients que d'éléments inconscients. Un sujet est évidemment est composite, à cet égard, évidemment, comme l'a révélé, évidemment, la psychanalyse. Mais au-delà, puisque je parle aussi d'intention, de singularité, de construction de la subjectivité, évidemment, l'autre question qui est en jeu, c'est la question de la liberté. Quelle est la part de liberté dans l'humour, dans la posture humoristique? Ça va être un élément, évidemment, particulièrement intéressant. Parce que là, on a, même du point de vue de la doxa, quelque chose qui est un peu hésitant. On serait tenté de dire l'humour libère, a priori. L'humour, c'est une libération de l'individu, le rire se déclenche et puis tout d'un coup, il vient trouer les habitudes, les formes, etc. Très bien, imaginons que je tombe de cette chaise en plein milieu de ma conférence. Bon, alors là, on est dans un dispositif très formel, et puis tout d'un coup, quelque chose arriverait qui détendrait l'atmosphère. Bon, je ne vais pas le faire, parce que de toute façon, maintenant que je l'ai annoncé, ça serait tout raté, parce qu'il faudrait que ça soit involontaire. Mais bon, vous voyez, donc on dit, a priori, on se dit, oui, l'humour libère. Bon, mais alors en même temps, on serait tenté de dire, oui, mais est-ce qu'on peut s'empêcher de rire? Tiens, donc est-ce que la question du rire, évidemment, au fond, relève pleinement de la liberté? Est-ce qu'on rit toujours, j'allais dire, de son plein gré? C'est pas certain, on va le voir, évidemment. Et puis évidemment, il y a cette question, alors elle est en jeu, évidemment, est-ce qu'on peut rire de tout, avec n'importe qui? Question qu'effectivement, sur lesquelles je me suis penché dans un autre travail, évidemment, donc sur lequel je ne vais pas revenir en détail dans cette communication, mais on va y aborder un élément important à cet égard, c'est-à-dire justement, au fond, est-ce que le rire peut être subi, imposé, coercitif, dans le cadre de la pratique sociale? Donc voilà ces questions, au fond, que nous soulevons. Alors, je voudrais, ce préalable ayant été posé, je voudrais maintenant entrer dans le vif du sujet. Alors je vais tordre un peu le raisonnement dialectique d'une certaine façon dans la progression de mon propos, mais volontairement, parce que vous allez voir que d'un certain point de vue, je nous inviterai sur la question de l'humour à nous méfier de la dialectique, qui peut avoir des effets néfastes. Donc j'allais dire, je vais sauter tout de suite au cœur du problème, à la meilleure formulation qu'on puisse proposer du problème. Et puis je verrai après en quoi on peut se tromper et en quoi le fait de se tromper dans la formulation du problème éthique de l'humour peut conduire à des effets tout à fait funestes. Bon. Alors je dirais, je vais utiliser un terme
que je pense on peut ériger au rang de concept utilisé par Hugo dans un passage d'un ouvrage qui nécessairement est au cœur de notre sujet et qui est L'homme qui rit, que évidemment vous connaissez tous certainement. Alors, Hugo, justement, dans L'homme qui rit, va nous inviter à considérer la question de l'humour et de ses rapports avec le sérieux, puisque c'est bien le problème, hein, nous l'avons dit évidemment, l'humour, c'est ce qui vient, j'allais dire, troubler, perturber le sérieux. Bon. Finalement, Hugo nous invite dans le passage que nous allons examiner ensemble, il nous invite à considérer les rapports de l'humour et du sérieux comme un rapport compliqué, comme une complication. Alors j'aime beaucoup ce terme et je le trouve extrêmement intéressant, on va y revenir. Alors L'homme qui rit, comme vous le savez toutes et tous, n'est pas un livre très drôle, contrairement à ce que son titre pourrait laisser entendre, hein, évidemment, puisque le héros périphrastiquement éponyme du roman, Gwynplaine, qui est l'homme qui rit, ne rit pas, enfin rit justement malgré lui, hein, puisque ce rire qui écorche son visage, hein, est une mutilation, hein, que lui ont fait subir des enleveurs d'enfants, hein, les comprachicos, voilà, et dont il ne peut pas se défaire. Bon. Alors, j'allais dire déjà, là, on est au cœur d'une réflexion éthique qui me semble absolument décisive, hein, de la part de Hugo sur la question du rire. C'est-à-dire qu'au fond, on rit, si on en croit, hein, le dispositif de L'homme qui rit, on rit a priori malgré soi. On rit malgré soi. Le rire est peut-être un abandon, mais il n'est pas une libération. Alors je dis un abandon parce que, encore une fois, Gwynplaine ne choisit pas, il fait rire malgré lui. Bon, quand il apparaît, les gens rient. Parce qu'on ignore évidemment, voilà, on ignore où on veut ignorer, hein, la mutilation qu'il a subie. Bon. Mais justement, le rire de Gwynplaine n'est pas un rire libérateur. Bon. Alors justement, peut-être que l'enjeu, et ça va être la question, hein, si justement il y a une éthique de l'humour, c'est peut-être pour conjurer cette part d'aliénation que comporte, hein, justement, a priori, le rire. Est-ce qu'il serait possible justement de concevoir une posture humoristique qui soit une libération, une vraie libération qui conjure ce fantôme, hein, ce cauchemar de la coercition sociale dont L'homme qui rit est la figure emblématique. Bon. Alors, on peut songer là ici à Rabelais, hein, dans son prologue, enfin dans son poème liminaire, hein, de Gargantua, dans cette formule si célèbre, hein, mieux est de rire que de larmes écrire pour ce que rire est le propre de l'homme. Alors on pourrait dire, ah bah justement, voilà, le rire, le propre de l'homme, on peut l'entendre à première vue comme la vérité de l'homme qui surgit, qui affleure, hein, qui sort du sérieux de l'existence, sans pudeur, sans retenue, hein, sans aïdos, comme disaient les Grecs. Hein. L'aïdos, vous savez, pour les Grecs, c'était la vertu mère de toutes les vertus, hein, la retenue, la pudeur, la honte aussi. C'est un autre terme difficile à définir, ça, l'aïdos, mais bon. Alors, là encore, hein, bon, on pourrait dire a priori, bon, bah voilà, au fond, on aurait d'un côté le sérieux de l'existence, qui serait, voilà, c'est cette espèce de destin imposé aux êtres humains, et puis le rire qui viendrait justement, hein, révéler la véritable nature de l'homme. Bon, or justement, Hugo trouble le jeu. Il trouble le jeu, il le complique, hein, précisément. Alors je vais donc vous lire un petit passage très court, hein, de L'homme qui rit, qui met en scène donc un des protagonistes, hein, du roman, même un personnage par lequel on commence, hein, le livre, qui est Ursus. Ursus, qui est donc un vagabond, qui est accompagné de son loup, hein, Homo. Et donc Ursus, il est convoqué par un tribunal ecclésiastique
parce qu'on l'a surpris en train de haranguer les foules. Bon. Alors il comparaît devant 3 théologiens, 3 docteurs en théologie. Et donc l'un de ces 3 docteurs, que Ursus, via le narrateur, surnomme Minos, parce qu'il a un buste de Minos au-dessus de lui, dans la salle où se tient ce tribunal. Donc un des docteurs interroge Ursus. Minos commença. « Vous parlez en public ?» ?»« Oui, répondit Ursus. »« De quel droit ?»« Je suis philosophe. »« Ce n'est pas là un droit. »« Je suis aussi saltimbanque, » fit Ursus. « C'est différent. » Ursus respira, mais humblement. Minos reprit. « Comme saltimbanque, vous pouvez parler, mais comme philosophe, vous devez vous taire. »« Je tâcherai, » dit Ursus. Et il songea en lui-même. « Je puis parler, mais je dois me taire. » Complication. Il était fort effrayé. Alors, cette situation est tout à fait intéressante pour nous, j'allais dire, elle nous place au cœur de ce que j'appellerais justement l'éthique de l'humour, cette éthique humoresque. Je joue un peu avec le concept de Jean Kelevitch, puisqu'on voit bien donc qu'il y a a priori une situation absurde à laquelle est confronté le personnage, cette contradiction sur laquelle justement repose le verdict de ce théologien. Et donc Ursus, le philosophe saltimbanque, j'allais dire, finalement, fait résonner la dimension humoristique de cette situation en son fort intérieur, en énonçant cette contradiction. Je puis parler, mais je dois me taire. Bon, complication. Alors, déjà, ce qui nous intéresse, c'est l'attitude d'Ursus face au tribunal. Parce que là aussi, j'allais dire, il y a un exemple magnifique de stratégie d'éthique humoresque. Son esprit se rebelle contre cette autorité, son dogmatisme absurde, mais on constate que Ursus ne répond pas par la rébellion au tribunal. Il ne répond pas non plus par une totale obéissance. Je tâcherai. Alors dans ce « je tâcherai », on a l'idée plutôt de quelque chose que j'appellerais la résistance. Bon. Ursus, j'allais dire, se donne une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultat, dans cette affaire, comme on dit en droit. Donc c'est une résistance. Et cette rébellion sourde, assourdie, cette résistance, elle s'inscrit dans l'humilité, humblement. Alors tout ça, ça va être évidemment des éléments tout à fait intéressants pour notre affaire. Mais je reviens sur ce mot de complication, parce que c'est celui qui m'intéresse au plus haut point dans ce passage. Le contraste, l'absurdité entre le sérieux de la situation, Ursus convoqué devant une juridiction théologale. Alors la scène se passe à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle en Angleterre, et donc le narrateur a pris soin de nous rappeler que ces tribunaux existaient à cette époque en Angleterre et que on n'était pas là pour rire, et que les verdicts du tribunal pouvaient très bien vous conduire aux prisons, voire pire. Donc la situation, a priori, est tout ce qu'il y a de plus sérieuse, j'allais dire. Et en même temps, donc, il y a cette situation d'humour qui naît. Bon. Or, on voit que, justement, le mot qu'utilise Ursus, Hugo via Ursus dans ce passage, pour désigner les rapports entre le sérieux et l'humour, c'est pas la contradiction, c'est la complication. Alors, le mot complication, il est intéressant, puisqu'il vient du latin complicare, qui veut dire, dans son sens propre, plier en enroulant. Bon. Alors on peut l'utiliser pour une corde, pour une lettre. Intéressant la lettre évidemment, parce qu'on a un système de signes, donc ça nous renvoie justement à la question de l'humour. D'où nous signale le Gaffio, complicare, qui peut justement donner complicatus, qui veut dire confus, qui peut prendre le sens de confus. Bon, donc on bascule dans le sens figuré. Bon, mais c'est intéressant de partir du sens propre, justement.
Donc la complication, ça n'est pas justement, dans la bouche d'Ursus, la confrontation de deux éléments contradictoires, mais c'est une confusion qui naît de l'homogénéité. Quand on enroule quelque chose, c'est toujours la même chose qui est en jeu. Le sérieux, l'humour, ce sont des choses qui sont compliquées l'une dans l'autre, enroulées sur elles-mêmes. Bon. Alors, si on suit le raisonnement du théologien, Ursus est donc philosophe et saltimbanque. Alors, en tant que saltimbanque, il serait livré au jeu. Alors, le théologien, lui, j'allais dire, il raisonne absurdement, mais il raisonne de manière dialectique. Le théologien considère qu'il y a d'un côté l'humour, d'un autre côté le sérieux. En tant que philosophe, en tant que saltimbanque, Ursus est dans le divertissement, sa parole n'a pas de poids, il peut dire ce qu'il veut, il peut parler. En tant que philosophe, sa parole est dotée d'une certaine gravité, d'un certain poids, elle peut avoir des effets, c'est la caractéristique du sérieux, on va y revenir, la causalité, le système de causalité, c'est ça qui définit la question, le sérieux, la posture sérieuse. Donc il doit se taire, parce qu'il va entrer en conflit avec les autorités, il peut être une source de subversion à l'intérieur de la cité. Bon. Et on le voit justement, la réaction humoristique finalement d'Ursus, elle s'accompagne d'un sentiment de peur. Il était fort effrayé. C'est comme ça que se termine notre passage. Bon. Alors voilà, on aurait là l'humour qui apparaîtrait comme une sorte de négociation, en quelque sorte. Alors j'ai dit tout à l'heure de résistance, de stratégie. De prise en compte de la loi et du hors-la-loi. Voilà. Mais jongler effectivement entre ces deux dimensions. Bon. Alors tout cela, évidemment, nous donne une dimension assez sérieuse, finalement, à l'humour. Alors nous revenons à la formule de Jankélévitch, c'est l'humour qui est sérieux. Bon. Le sociologue David Viktorov, dans son ouvrage « Le rire et le risible », qui était d'ailleurs sa thèse, il a une formule intéressante, mais j'allais dire intéressante, qui suscite plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Il parle de, je le cite, de l'étroite parenté entre le risible et le pénible. C'est-à-dire, en gros, on rit toujours de ce qui n'est pas drôle. Alors ça, c'est effectivement une vérité. Mais sur cette étroite parenté, nous restons un petit peu, j'allais dire, perplexes. En quoi consiste-t-elle exactement? Alors, complication. Bon. Alors, je vais donc, à ce point-là de mon exposé, j'allais dire, revenir un peu sur la formule de Jankélévitch. Jankélévitch disait « c'est l'humour qui est sérieux ». Moi, je dirais, plus exactement, l'humour complique le sérieux. L'humour, c'est la complication. C'est la complication du sérieux. Mais voilà qu'il demeure encore un petit peu obscur. Alors, je voudrais revenir justement sur, maintenant, faire un pas en arrière, et revenir justement sur la conception que cette complication subvertit, qu'elle permet de remettre en question. Parce que, encore une fois, le réflexe de la doxa, c'est a priori d'opposer le sérieux et l'humour, non pas de les compliquer comme fait Hugo, mais de les opposer. Bon. Or, je le disais tout à l'heure, cette considération dialectique, justement, de l'humour me semble être tout à fait funeste. Alors, cette dimension, évidemment, nous la retrouvons au cœur de la réflexion de Bergson. Et je dirais, c'est peut-être ce qui a un peu figé la réflexion autour du comique. Dans le rire, en effet, Bergson considère le comique, considère le rire, comme se détachant du sérieux de l'existence, comme trouant le sérieux de l'existence. Il emploie une image, une métaphore, dans le rire, il parle des éruptions volcaniques. Le rire, c'est ce qui viendrait tout d'un coup surgir comme une sorte de magma hors du tissu sérieux, de la continuité sérieuse de l'existence. Le sérieux étant, pour Bergson,
et j'allais dire Jean Kelevitch a prolongé les réflexions bergsoniennes, puisqu'il en a fait un concept clé de sa philosophie, le sérieux étant ce qu'on pourrait appeler d'une certaine façon un rapport utilitariste à l'existence. Voilà, dans le sérieux, une cause entraîne toujours des effets. Tout ce que nous faisons doit servir à quelque chose. Un point nous entraîne à un autre. Le rapport à la temporalité qu'implique le sérieux est toujours un rapport d'intentionnalité stricte. On vise toujours un but, un effet, un télos, comme auraient dit les Grecs, une finalité, un but, quelque chose vers quoi tendre. Or, justement, l'humour, le rire, comme dit Bergson, le rire, c'est ce qui viendrait trouer cette posture du sérieux en faisant surgir quoi ? Eh bien, en faisant surgir l'humanité, je cite Bergson, qui se ressaisit dans ce qu'elle a de plus profond. Bon. Il y a une conception naturaliste, finalement, du rire chez Bergson. Le rire mettrait en jeu, justement, la nature de l'homme, ce qui va un peu dans le sens de la formule de Rabelais tout à l'heure, mais nous allons voir que pour Rabelais, les choses sont un petit peu plus compliquées. Bon. Donc, pour Bergson, très clairement, l'humour est l'antithèse du sérieux. Voilà. Bon. Mais il y a à cela un problème, me semble-t-il, et nous en avons un peu payé les conséquences dans une période assez récente. C'est que si l'on dit que l'humour et le sérieux sont les antithèses l'un de l'autre, on construit donc un rapport dialectique entre les deux, mais le problème de la dialectique, c'est qu'elle met toujours les termes qu'elle oppose sur un pied d'égalité. Ou pour le dire avec les mots d'Alain Badiou, dans son séminaire « S'orienter dans la pensée, s'orienter dans l'existence », dans la tradition dialectique, la contradiction, c'est en réalité une mesure commune. La meilleure preuve étant que sa maxime est l'unité des contraires. Et oui, si on pose effectivement le principe d'une opposition dialectique entre le sérieux et l'humour, on va tôt ou tard arriver dans cette unité des contraires. Bon. Or, et j'allais dire, le paradigme, cette façon de poser les rapports entre le sérieux et l'humour dans des termes dialectiques, chez Bergson, c'est ce qui va influencer très durablement la réflexion, la pensée sur le comique. D'ailleurs, Bergson en constitue une référence quasi obligée. Je semble ne pas faire exception à la règle, mais bon, on va peut-être justement remettre un petit peu cette chose en question. Parce que d'un point de vue éthique, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, c'est qu'on a un petit peu un glissement. Avec l'idée, d'une certaine façon, que si le sérieux et l'humour s'opposent, alors ça signifie justement que l'humour ne relève pas de l'éthique. L'humour, justement, c'est l'antimorale. C'est ce qui va justement venir perturber les règles sociales, l'ordre établi, sans se préoccuper d'une règle quelconque. L'éruption volcanique, par définition, c'est ce qui est totalement immaîtrisable. Bon. Alors, j'allais dire, on a été piégé vraiment à l'orée du XXe siècle dans la pensée sur l'humour, dans la pensée éthique sur l'humour, par d'une part le rire de Bergson, qui paraît en 1899-1900, et puis en 1905 par un ouvrage de Freud, très important lui aussi, pour la réflexion sur l'humour, le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient. Bon. Or, la réflexion de Freud sur l'humour, finalement, j'allais dire, rejoint totalement les postulations bergsoniennes, puisque, vous le savez, Freud dévolue à l'humour une fonction qu'il appelle tendancieuse, qui relève d'une sorte de mécanisme d'épargne, à laquelle succède un mouvement de décharge. Donc on est finalement dans quelque chose qui s'inscrit tout à fait dans le prolongement des réflexions de Bergson. On inhibe ces tendances, on dépense beaucoup d'énergie pour cela, et puis tout d'un coup, on lâche les vannes, on ouvre les vannes, et puis voilà, on laisse apparaître l'humour, le rire, pour
jouer. Bon, alors Freud procède à une espèce de typologie, puisqu'il distingue en gros 3 grandes catégories d'humour, voilà, que ce soit donc l'humour qui va être tendancieux, offensif, c'est-à-dire justement ce qui va entrer clairement en contradiction avec les règles de bienséance, les règles morales. Voilà, quand tout d'un coup dans Le Médecin malgré lui, Sganarelle, apercevant la nourrice, veut téter le lait des mamelles de la dite nourrice, et donc tout d'un coup sur la scène, plaf, toutes les barrières, toutes les règles de bienséance sont levées, du moins voilà, si on suit l'interprétation freudienne. Alors même chose pour ce qui relève justement du comique, du mot d'esprit, que Freud analyse comme une espèce de tendance, là aussi une posture tendancieuse, mais qui va cette fois-ci se libérer des règles de la logique, du bien pensé, donc pas seulement de la bienséance, mais du bien pensé. Tout d'un coup, le mot d'esprit vient énoncer une absurdité qui nous libère des règles qui régissent justement la logique. Alors si Alphonse Allais, de nouveau lui, disait par exemple que les villes devraient être construites à la campagne, l'air y est tellement plus pur. Voilà. Alors, évidemment, on enfreint, ce faisant, toutes les règles de la logique. Là aussi, on s'en libère. Freud parle justement de l'humour à proprement parler comme étant, alors là pour le coup, encore une autre posture tendancieuse qui consiste cette fois-ci à se libérer de l'image que l'on doit donner de soi-même. Autre impératif social, autre impératif de l'ordre établi, de l'ordre moral. On doit donner une bonne image de soi. Or, quand on pratique l'humour, dit Freud, tout d'un coup, là aussi, on lâche la bride, on assume ses défauts, on les accuse, on les dénonce, et donc, là encore, on libère, on ouvre les vannes, on lâche tout. Le problème, là encore, je le disais tout à l'heure, c'est que on reste au fond dans une approche dialectique de l'humour comme l'antithèse, comme la contradiction du sérieux, et on se met dans l'impossibilité de penser l'humour autrement que comme l'immoral, finalement. L'anti-moral, ce qui va venir justement heurter la morale. Donc ça veut dire que l'humour, en fait, serait d'ailleurs, quand je dis anti-moral, il serait même d'une certaine façon antisocial, à certains égards. C'est ce que dit clairement Bergson dans Le Rire. C'est ce que dit clairement Bergson dans Le Rire, où j'allais dire il dévoile les soubassements naturalistes de sa conception du rire. Voici ce qu'il écrit: le rire châtie certains défauts à peu près comme la maladie châtie certains excès, frappant des innocents, épargnant des coupables, visant à un résultat général et ne pouvant faire à chaque cas individuel l'honneur de l'examiner séparément. Le rire, dit Bergson, ne peut pas être absolument juste. Répétons qu'il ne doit pas non plus être bon. Il a pour fonction d'intimider en humiliant. Il n'y réussirait pas si la nature n'avait laissé à cet effet dans les meilleurs d'entre les hommes un petit fond de méchanceté, ou tout au moins de malice. Et Bergson de conclure ce moment de sa réflexion en disant « Peut-être vaudrait-il mieux que nous n'approfondissions pas trop ce point, nous n'y trouverions rien de très flatteur pour nous. » Glisser mortel, n'appuyez pas, comme disait la grand-mère de Sartre. Bien, alors, justement, nous, on va mettre les pieds dans le plat, voilà, puisque si on se pose la question de l'éthique de l'humour, et si on assume, comme j'en ai formulé l'hypothèse tout à l'heure, que l'humour peut être une attitude éthique, il va nous falloir justement dépasser, évidemment, cette contradiction, cette conception de l'humour comme le contraire de la morale. Alors, je postule en effet la possibilité... j'allais dire, voilà, pourquoi j'ai dit tout à l'heure, la conception bergsonienne, finalement, nous conduit à quelque chose qui peut faire un peu froid dans le dos. C'est que si l'humour se cantonne à une anti-morale, à ce qui va venir contrarier un ordre établi, et qu'on s'en tient à ça, au fond, l'humour peut très bien aboutir à la substitution, à terme, d'un ordre à un autre.
Finalement, l'unité des contraires, dont parlait Badiou dans la formule que je citais tout à l'heure, elle aboutirait à ça. C'est-à-dire que finalement l'humour, qui est une façon de se rebeller contre un ordre établi, éventuellement avec une certaine méchanceté, au fond relèverait d'une volonté de domination et donc instituerait un nouvel ordre établi, un ordre humoristique, qui pourrait bien être tout aussi coercitif que la morale qu'il prétendait remettre en question. Bon. Alors c'est intéressant parce que justement, c'est un mouvement, c'est quelque chose qui a été constaté, alors on va dire historiquement en Occident à partir du début des années 1980, où justement, finalement, à la faveur d'une libéralisation des sociétés, en France, j'allais dire dans la foulée de mai 68, finalement, l'humour, le subversif, l'antimoral sont devenus de nouveaux impératifs catégoriques. Bon. Dans son fameux essai L'ère du vide, Gilles Lipovetsky justement définissait la société postmoderne comme une société humoristique, c'est-à-dire reposant finalement sur un ordre humoristique. Bon. Plus récemment d'ailleurs encore, le sociologue David Le Breton, dans son anthropologie du rieur, parle justement de l'humorisme, comme une espèce d'impératif, d'ordre imposé à la société. Alors bon, je ne vais pas forcément développer ce point, mais cette ère, cette nouvelle ère qu'on définit les sociologues, justement, où l'humour serait érigé en dogme finalement. Alors elle a pu s'établir, je le disais, à la faveur d'une certaine libéralisation morale des sociétés. Elle s'est aussi évidemment développée à la faveur du développement des masses médias, bien entendu. Où l'humour s'est avéré justement un bon moyen, bien sûr, de capter l'attention des spectateurs, des téléspectateurs, évidemment. Donc on a vu se multiplier, à partir du début des années 1980, justement, des émissions à caractère humoristique, qui ont été caractérisées par les spécialistes de la communication comme des émissions conversationnelles. Alors vous savez, vous avez un plateau, voilà, vous avez l'animateur vedette, et puis on invite un certain nombre de chroniqueurs, et puis on va rigoler, quoi. Bon, voilà. Alors, là encore, je ne vais pas développer ce point de façon approfondie aujourd'hui. J'en ai parlé par ailleurs, dans d'autres travaux. Mais ce qui va m'intéresser dans cette affaire, c'est justement l'erreur d'où ces dispositifs d'humour coercitif procèdent. Et justement, c'est ce rapport dialectique, finalement, cette tension entre le sérieux et l'humour, où finalement le spectateur, dans la vision de ces émissions conversationnelles, le spectateur est censé se détendre dans les moments de l'émission. Il est censé se détendre. Alors il se détend de quoi ? Il se détend de ces pauses de travail qui lui sont imposées par ces émissions, par ces programmes, qui sont les fameuses pauses publicitaires. Bon, comme vous le savez, le moment où on parle de la petite pause dans les médias, c'est le moment où on va vous mettre au boulot, puisque on va faire appel en vous aux consommateurs. Bon, donc à l'agent économique. Bon, il va falloir faire tourner la boutique. Bien. Et donc, on retrouve finalement dans le dispositif de ces émissions conversationnelles, j'allais dire, la conception freudienne de l'humour tendancieux. C'est-à-dire, allez, on se lâche un peu, puis après, hop, on achète du Nutella. Bien. Alors, finalement, on en arrive à un dispositif où ces deux moments, le moment de la détente et le moment de la pause publicitaire, au fond, apparaissent comme deux moments également coercitifs, puisque dans l'un comme dans l'autre des cas, finalement, le téléspectateur est totalement passif. Bon. Donc le nouvel ordre établi, évidemment, par cette
cette ère, cette société humoristique, le nouvel ordre établi se contente, j'allais dire, de préconiser ce que l'autre interdisait, enfin ce que l'ordre établi du temps de l'homme qui rit, hein, enfin du temps plus exactement de la société du XVIIe, XVIIIe siècle que Hugo mettait en scène dans son roman, ce qu'on interdisait jadis, c'est-à-dire la consommation, hein, évidemment, l'immersion dans le matérialisme, etc. Bon, il faut acheter, il faut consommer, bien. Alors j'allais dire le contenu a changé, mais la coercition est la même. On n'a pas vraiment progressé. Donc la dialectique entre la morale établie et l'humour, hein, ce rapport contradictoire entre les deux aboutit bien à cette unité des contraires, hein, dont parlait justement Alain Badiou. Bien. Mais donc j'allais dire, alors voilà, on répond hein, bien sûr à des on utilise l'humour, hein, donc ça veut dire qu'en fait on applique hein, à l'humour un dispositif sérieux, un dispositif de causalité, hein, on le fait servir à quelque chose. Bien. Mais j'allais dire d'une certaine façon, on aurait tort de considérer cette société humoristique ou cet humorisme comme le pur et simple produit hein, justement du développement des mass médias, de la consommation, du fait qu'il faut faire gonfler les audiences et que rien de tel qu'un bon humoriste pour faire monter les audiences et donc les profits de la chaîne qui passe ce genre d'émission. Parce que j'allais dire, le ver est dans le fruit dès lors qu'on se contente de définir l'humour comme le contraire de la morale, ce qu'a fait Bergson d'une certaine façon. Bergson nous a enfermés dans un paradigme dont on a payé la facture. Alors il se pourrait que nous soyons plus récemment, et je l'évoquais hein, dans d'autres travaux, qu'on soit peut-être sortis hein, de cette domination, de cet ordre établi de l'humour, parce que maintenant on a quand même un certain nombre d'humoristes qui ont eu des comptes à rendre sur certains propos tenus à l'occasion de spectacles ou de one-man show. Bon, donc peut-être que la société bouge là. Hein. À cet égard, évidemment, les choses sont en évolution. Alors, au fond, Hugo nous avait déjà alerté, j'allais dire, hein, sur les dangers de ce rire établi dans le destin tragique de Gwynplaine. Parce qu'au fond, Gwynplaine, c'était déjà ça qu'il nous racontait, hein, l'histoire de ce personnage, hein, du rire comme un ordre établi. Donc, au fond, non, l'humour n'est pas seulement une récréation. L'humour n'est pas seulement une récréation dans la continuité sérieuse des jours. Bon, il est une recréation, plus exactement. C'est-à-dire, au fond, une prise de conscience aiguë du sérieux de l'existence et la détermination d'une voie d'émancipation. En tout cas, c'est ça qu'il peut devenir s'il répond justement à cet objectif éthique, s'il ne veut pas sombrer dans le paradigme d'une nouvelle aliénation. Alors, à quel prix ? À quel prix ? Alors c'est peut-être justement Rabelais hein, qui va nous permettre d'éclaircir ce nouveau rapport qu'il faut établir hein, entre justement l'humour et le sérieux. Rabelais justement, dans le Gargantua que je citais tout à l'heure, alors on va comprendre que quand Rabelais dit le rire est le propre de l'homme, il n'est pas dans la perspective bergsonienne. C'est-à-dire qu'on a régressé entre Rabelais et Bergson d'une certaine manière. Parce que Rabelais avait une conception beaucoup plus profonde, beaucoup plus subtile, beaucoup plus, j'allais dire, éthique, hein, justement, de l'humour et du rire dans Gargantua. Et ça, nous le comprenons bien quand nous lisons le célèbre prologue de Gargantua, hein, que vous avez certainement tous et toutes déjà lu, hein, ce prologue adressé au lecteur, hein, les vérolés très précieux et les buveurs très illustres, hein, à qui sont dédiés les écrits d'Alcofribas Nazier, hein, ce personnage hein, justement inventé par Rabelais, hein, qui est le personnage de l'auteur en quelque sorte, à partir de l'anagramme de son nom. Alors cet Alcofribas Nazier, et ça c'est déjà un élément qui nous intéresse, il est qualifié dans la page de faux titre hein, du Gargantua comme l'abstracteur de quintessence. L'abstracteur de quintessence. Alors là, c'est une référence alchimique que convoque Rabelais. Et ça, j'allais dire, c'est déjà tout un programme, parce que l'alchimie, on le sait, c'est un processus initiatique. C'est l'objet d'une recherche. Donc, j'allais dire d'emblée, Rabelais prévient son lecteur qu'en lisant les chroniques des géants,
en fait, il va s'engager dans un processus de recherche initiatique. Et justement, j'allais dire, le rire pourrait bien en être l'objet essentiel, pourrait bien être cette quintessence dont parle Rabelais. La quintessence, vous le savez, pour les alchimistes, enfin pour autant qu'on peut le savoir, puisque c'est un savoir ésotérique, hein, bien sûr, dont on approche les choses que de manière masquée, hein, mais vous le savez, la quintessence, c'est cet élément, ce cinquième élément qui constituerait l'union entre la matière et l'esprit, entre le spirituel et le matériel. Quelque chose qui pourrait tout à fait être le lieu de l'humour, hein, précisément. Alors, dans ce prologue, Rabelais construit tout un réseau de métaphores, comme des indices, hein, dans le texte, qui vont aider finalement au lecteur à comprendre ce que le texte attend de lui, ce qu'il va devoir faire pour pouvoir mener à bien cette quête initiatique. Et peut-être donc justement cette éthique, cette recherche de l'éthique humoresque dont je parlais. Alors, réseau d'indices, hein, de métaphores, d'images ou de figures, je pense que le mot figure ici serait plus approprié, qui commence par Socrate, référence à Socrate. Hein, Gargantua s'ouvre. Alors Socrate, dont nous savons évidemment le rapport intime à l'humour, à travers l'ironie, hein, la fameuse ironie socratique, hein, qui consiste à ne pas se prendre au sérieux. Donc, on commence par Socrate, hein, éloge de Socrate par son disciple Alcibiade qui compare Socrate aux silènes, deuxième indice posé par Rabelais. Bien, alors les silènes, ce sont des petites boîtes, hein, qu'on trouve boutique des apothicaires, hein, comme dit Rabelais, hein, qui contiennent des drogues et qui sont ornées de figures grotesques. Donc, et le narrateur, hein, nous dit, voilà, Socrate c'était comme les silènes, en apparence il était grotesque, mais il dispensait une sagesse incomparable, hein, dans ses propos. Bon. Mais j'allais dire, j'ai parlé de processus initiatique, donc méfions-nous. On n'est pas encore arrivé au bout du processus, nous ne faisons qu'approcher la chose. Dans cette première approche, nous sommes encore dans la dialectique. J'allais dire, on est au niveau de Bergson, là. On a la boîte, le couvercle, avec l'humour, le grotesque dessus, et puis il faut regarder ce qu'il y a dans la boîte si on veut accéder aux drogues, hein, aux médicaments que la boîte contient. Bon. Et le point de bascule, il va s'opérer justement dans un passage clé de ce prologue où Rabelais va comparer deux attitudes. Et j'allais dire, dans ces deux attitudes, moi je veux voir à la fois la conception dialectique des rapports entre l'humour et le sérieux, la conception bergsonienne, et deuxièmement, ce que nous cherchons, nous, la démarche suggérée par Rabelais. Je vous lis simplement ce passage sur lequel nous allons terminer au fond notre parcours. Crochetate-vous, onc bouteille, qu'aigne, réduisez à mémoire la contenance qu'aviez. Bon, est-ce que vous avez déjà ouvert une bouteille, hein? Bon, d'accord, on ouvre la bouteille, on boit ce qu'il y a dedans, très bien. Mais, ce mais, il est très lourd de conséquences. Mais vite-vous, onc chien, rencontrant quelque os médulaire. C'est, comme dit Platon au livre 2 de la République, la bête du monde plus philosophe. Si vu l'avez, vous avez pu noter de quelle dévotion il le guette, de quel soin il le garde, de quelle ferveur il le tient, de quelle prudence il l'entome, de quelle affection il le brise et de quelle diligence il le suce. Qui l'induit à se faire? Quel est l'espoir de son étude? Quel bien y prétend-il? Rien plus qu'un peu de moelle. Vrai est que ce peu, plus est délicieux que le beaucoup de toutes autres, pour ce que la moelle est l'aliment élaboré à perfection de nature, comme dit Galien au livre 3 des facultés naturelles et au livre 11 des usages particuliers. Bon. Le bon lecteur, on l'a compris, c'est pas le buveur, c'est le chien. Il faut être un chien. Et le chien peut être finalement le meilleur guide, en l'occurrence dans l'éthique humoresque dont je parle. Parce que le buveur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il oublie le contenant pour boire le contenu. Bon, il voit ce qu'il y a derrière. Il oppose en quelque sorte le grotesque du couvercle et la sagesse que l'on va trouver à l'intérieur du texte. Tandis que le bon lecteur, le lecteur à la hauteur de l'éthique humoresque, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout apprécier. Il va croquer l'os à moelle. Et l'intérêt de l'os à moelle, justement, pour le chien, c'est qu'il résiste. Hein, ça croque. L'humour, c'est ce qui résiste. L'humour comme résistance. Hein.
Et puis la moelle, la sagesse, la réflexion que l'on va pouvoir trouver à l'intérieur. Mais ça veut dire que c'est un tout. C'est un tout. Ce sont des éléments différents, mais ce sont des éléments qui entrent dans une certaine forme de complémentarité. Et on voit bien que justement, Rabelais, dans le dispositif humoristique qu'il met en place dans son roman, justement, il ne va pas se contenter tout bêtement de faire la satire des théologiens de la Sorbonne. Si on pense ça, on n'a pas compris en quoi consiste l'humour de Rabelais dans ses chroniques de géants. Il ne fait pas seulement la satire des théologiens de la Sorbonne, ne serait-ce que parce que cet Alcofribas Nazier qui nous parle est lui-même un docteur, parle comme un érudit, mime ce langage de l'érudition, de la citation des textes grecs et latins dans leurs langues originales, etc., etc., etc. En d'autres termes, justement, Nazier, Rabelais, joue avec ces codes du discours érudit. Il va faire un peu jazzer le langage érudit, comme Céline faisait jazzer, voulait faire jazzer la langue dans ses textes. En cela donc, et je conclurai là-dessus, l'humour n'est pas l'opposé du sérieux, n'est pas l'opposé de la morale, il est un autre langage. Il est un autre langage. Il est une résistance. L'éthique humoresque refuse, l'humour en tant qu'éthique, refuse justement le langage de l'adversaire. On ne va pas faire comme dans ces émissions conversationnelles où on substitue un humour à un autre. Bon. L'humour, justement, n'est pas pure détente, n'est pas divertissement, n'est pas récréation. Il n'est pas désorientation, comme dirait Alain Badiou. Justement, au contraire, il permet de trouver un autre chemin. Donc il n'est pas l'opposé de la morale, l'opposé du sérieux, il est l'autre de la morale, l'autre du sérieux. Mais ce qui implique évidemment de prendre en compte le sérieux. Non pas de prétendre en sortir, de le distraire, etc., mais de le prendre en compte. Bon. Donc, au fond, l'humour, c'est le contraire du divertissement. Du divertissement, j'allais dire, au sens pascalien, justement, de cette désorientation dont parle Badiou. L'humour, c'est ce qui va attirer l'attention sur ce que Sartre appelait la facticité de l'existence humaine, son arbitraire, sa fragilité. C'est ça qui va être au cœur, justement, de la posture humoristique. Et ça, j'allais dire, ça fait rire et ça fait peur en même temps, d'une certaine manière. Voilà pourquoi l'humoriste se tient toujours en équilibre instable sur une espèce de ligne de funambule. Bon. Et puis, ma foi, alors pour détendre un peu l'atmosphère, pour conclure, puisque je parle de Pascal, on pourra citer Vialat, à qui je donnerai le mot de la fin. Vialat qui rappelait dans les chroniques de la montagne que Pascal aimait tellement l'Auvergne qu'il est né à Clermont-Ferrand. Je vous remercie de votre attention. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.